Bon, je propose de commencer. Il est 35. Nous avons affiché le début à 12h30, donc on va démarrer. Merci de vous avoir connecté. Merci de participer à notre webinaire L'Europe et mon territoire, Cap sur le Gard. Donc, c'est un webinaire qui est soutenu par la DG Regio, par la Direction générale Regio de la Commission européenne, co-organisé avec les départements du Gard, avec notamment les services Europe, Jean-Christophe Clapp, Zoé Vala, qui vont aussi prendre la parole tout à l'heure, dès qu'ils nous ont rejoints. Et puis, nous avons tout un panel extraordinaire d'intervenants. Et je suis vraiment très, très content que nous avons tous les experts, témoins, acteurs, etc., pour parler de l'Europe dans le Gard d'une façon le plus réelle, le plus concret possible. Donc, le webinaire est prévu jusqu'à 14 heures, la pause midi, 12h30, 14 heures, en 4 temps à peu près. Il y aura donc cette petite introduction ensemble avec les départements du Gard. Ensuite, on va vous présenter, plutôt les départements, le bilan de la politique européenne de cohésion 2014-2021. Qu'est-ce qui s'est passé dans le département du Gard et notamment aussi les perspectives. Vous savez que les programmes européens, la politique européenne sont organisés de façon cadre pluriannuel de 7 ans. Donc là, nous venons d'entrer dans la nouvelle phase de programmation 2021-2027. Nous avons le plaisir d'accueillir Franck Arnaud, qui est expert, qui est Team Europe, qui est avocat, qui est acteur associatif, qui a beaucoup de casquettes et qui sera un peu notre personne ressource dans ce webinaire. Franck Arnaud fait partie du réseau Team Europe, donc ce sont les conférenciers de la Commission européenne que vous pouvez mobiliser, tout le monde, pour organiser les événements. Franck, vous êtes avocat, vous avez participé à la création de différents projets innovants, aussi dans le cadre des fonds structurels. Voilà, et vous êtes donc participant pour introduire justement le sujet, les fonds structurels, la politique européenne de cohésion. Donc, merci beaucoup de votre participation à ce webinaire. Je passe rapidement en revue les différents intervenants. Donc, pour le département du Gard, le service Europe qui a co-organisé ce séminaire avec nous, nous avons le directeur Jean-Christophe Clapp et Zoé Valla, qui vont nous donc parler de la politique européenne du département. Et ensuite, nous avons 3 porteurs de projets. Nous avons sélectionné 3 projets dans le département avec différents intervenants. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter, d'introduire pour Alès Agglomération Joël Rioux et Constance Bord. Vous allez parler de votre projet de la maison de santé pluridisciplinaire à la Grande Combe. Ensuite, nous avons Michel Boutet de la Fédération Léo Lagrange avec nous, qui va témoigner d'un projet Fonds social européen auprès de Léo Lagrange. Et nous allons terminer avec un dernier témoignage par Pascal Bonifay du département du Gard pour l'espace de formation d'Idero. C'est aussi un projet qui a été cofinancé avec du FEDER, du Fonds européen de développement régional. Voilà. Ça, c'est à peu près le déroulement. Donc, le webinaire, comme vous le voyez à l'écran, est organisé par le Centre Europe Direct Nîmes Baronne-Cévennes, qui est porté par l'association, par la structure haute, qui est la Maison de l'Europe de Nîmes. La Maison de l'Europe existe depuis 1966. Europe Direct, dans notre structure, existe depuis 2013. Et Europe Direct, c'est le réseau officiel d'information des institutions européennes. Donc, je propose justement, Francesca, si tu peux passer au slide suivant. Europe Direct, il y en a une petite cinquantaine de structures en France. Les Europe Direct sont présents dans toute l'Union européenne. Ils sont pour vocation d'accompagner les acteurs, les citoyens sur le territoire sur toutes les questions européennes. En Occitanie, nous avons le plaisir d'avoir 5 Europe Direct. Vous voyez ici la carte de la région Occitanie. Vous avez un centre Europe Direct à Auch, qui couvre donc les 3 départements que vous trouvez tout à l'ouest de la région. Ensuite, nous avons l'Europe Direct Montpellier.
vous avez Europe Direct Nîmes, Europe Direct Pyrénées-Occitanie, et vous avez aussi le Centre Europe Direct Toulouse. Voilà, donc nous sommes bien représentés en Occitanie et la fonction des Europes directes est justement animer les débats européens sur le territoire, renseigner les citoyens. Et vous voyez à gauche un tout nouveau logo parce que les Europes directes ont été sélectionnés pour la nouvelle période et c'est 2021-2025. Il y a une petite erreur sur le tableau, c'est pas 2027. Donc jusqu'en 2025, c'est votre réseau sur les territoires pour accompagner les acteurs. Voilà, ça c'était la petite introduction. Est-ce que le département est présent? Jean-Christophe Clapp, Zoé Vala, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. On vous entend, on vous voit aussi. Bonjour, Monsieur Clapp. Voilà, Donc, vous avez co-organisé. Pour ce retard, mais j'étais entre deux. C'est très bien. Vous êtes là à Oui, l'heure. je vous Donc, entends vous plus là. avez. Allô? Oui, c'est bon. On vous entend. Voilà, oui, parfait. Bonjour. Bonjour. Zoé, voilà, vous êtes là aussi. Parfait. Donc, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, un grand merci à vous pour la préparation de ce webinaire. Nous étions en contact pour sélectionner quelques porteurs de projets dans le département. Et puis, vous êtes avec nous pour justement parler de la politique européenne de cohésion dans le département. Si possible, un petit bilan, les dernières années, ce qui s'est passé, et puis surtout les perspectives pour les 7 ans à venir. Monsieur Clapp, dans votre direction, vous êtes le directeur. Comment ça se passe, les fonds structurels? Vous avez combien de personnes qui travaillent sur ces questions-là pour avoir une idée? Alors oui, nous sommes une direction qui s'appelle la direction de l'ingénierie financière et des fonds européens. C'est une direction qui est relativement nouvelle. Elle a un peu plus d'1 an d'existence aujourd'hui. Elle a l'avantage d'être attachée directement à la direction générale des services avec une vocation de transversalité. Et donc, on est 6 collaborateurs, 7 collaborateurs, puisqu'on a une personne en complément là, qui est avec nous actuellement. Et donc, voilà, on intervient à la suite d'un service Europe qui était attaché à la territoire, donc direction spécifique. Voilà. Aujourd'hui, il y a Zoé Vala qui assiste à notre webinaire et également Belkacem Kefif qui s'occupe chacun dans leur domaine. Donc, Zoé qui gère notamment le FEDER et le FEADER pour le département et Belkacem qui suit plus particulièrement le FSE. Moi qui chapeaute et coordonne un petit peu l'action de l'ensemble des directions, voilà, pour créer du lien. D'accord, c'est parfait. Voilà, donc, on aura l'occasion tout à l'heure de présenter un petit peu la politique de cohésion dans notre département. Effectivement, un bilan rapide et quelques perspectives. C'est parfait. Merci beaucoup. Et je vous remercie aussi pour votre soutien. La Maison de l'Europe est soutenue par le département du Gard, notamment pour l'organisation d'événementiels et aussi pour l'ingénierie de projets européens. Voilà. Donc, on revient sur ce chapitre tout à l'heure. Je me retourne vers Franck Arnaud et je voudrais aussi qu'on partage à l'écran justement l'ouverture parce que Franck Arnaud, donc vous êtes notre expert personne ressource sur les fonds structurels et nous avons réfléchi de faire cette intervention d'une façon interactive avec les participants. Donc, je voudrais que les participants, si vous avez un téléphone portable à votre portée, que vous vous connectez sur l'application Slido. Voilà, ça va apparaître à l'écran. Donc, vous pouvez ouvrir sur Internet, vous allez sur le site qui va s'afficher, qui s'appelle slido, sli.com. Voilà, vous tapez ça sur votre téléphone. Voilà, l'écran est en train de charger. Francesca, ça arrive? Ça va venir, oui.
Ça va venir. Alors, très bien. Donc, vous allez sur Slido. Le temps que ça charge, j'aurai le plaisir d'introduire à tout le monde Francesca Cini, qui fait Oui, actuellement son service civique à la Maison de l'Europe, qui est oui, oui, étudiante oui. à Et j'ai l'Université de dû le Sorbonne. faire à deux reprises, donc il faut Excusez-moi, le reprendre à deux fois, je éteignez crois. les micros, s'il vous plaît. Ah, si, si. Si, à la con. Voilà, là, vous avez affiché. Si, si. Donc, Moi, vous, du premier coup, ça n'a pas marché. J'ai tout fermé, puis j'ai Michel, recommencé. s'il vous plaît, éteignez les micros. Voilà, donc vous pouvez taper le code 7, 6, 5, Ok. 8, 1, 6 et comme ça, vous entrez dans cette application. Voilà, donc Franck Arnaud, vous êtes Team Europe, il me semble, depuis un bon moment, depuis presque 20 ans, c'est ça, depuis 2001? 2001, décembre 2001 exactement. Depuis 2001, et vous avez un parcours professionnel de consultant, de juriste d'entreprise, et vous êtes notamment sensibilisé aux questions sociales. Vous avez aussi conseillé le secteur associatif et vous êtes notamment avocat au barreau de Marseille. C'est bien Alors, cela. Nîmes maintenant depuis 2 ans à peu près, puisque je suis installé à Uzès. D'accord. Et donc, votre rôle, Team Europe, dites-nous juste en temps normal, combien de conférences, combien d'événements vous co-organisez par an? Alors c'est très variable en fonction des années, hein. Là où on fait le plus d'événements, c'est quand il y a les élections européennes, généralement, mais après très régulièrement, on couvre des conférences organisées par les Maisons de l'Europe. Donc moi, c'est sur la région Occitanie. Après, je suis souvent appelé aussi à l'extérieur, notamment en région PACA, pour intervenir sur des questions notamment en lien avec la politique régionale. Je suis également intervenu il y a très longtemps aussi à Mayotte, quand Mayotte avait rejoint notamment les départements. Donc là-dessus, on avait fait la première fête de l'Europe là-bas. Occasionnellement à l'étranger, mais pas forcément sous l'étiquette Team Europe, même si je présente Team Europe quand j'interviens à l'étranger. Mais voilà, c'est effectivement, le but, c'est de diffuser de l'information au grand public, donc d'avoir en tout cas, permettre en tout cas aux citoyens européens d'avoir accès à l'information européenne, qui est parfois pas toujours comprise, hein, pour différentes raisons. Il y a des choses assez normatives généralement, et aussi essayer d'illustrer par des exemples concrets, notamment comment se manifeste la politique régionale. Donc ça, ça fait partie, je dirais, des choses qu'on doit assurer, enfin, dans notre domaine, bien sûr, d'intervention, hein, puisque j'interviens sur d'autres domaines comme la défense, notamment, aussi, et puis les questions de droit de la concurrence. Voilà. Mais là, sur la politique régionale, voilà, plus particulièrement, effectivement, c'est sur des thématiques en lien avec les projets. J'essaie d'être le plus proche, en tout cas, du terrain. Très bien. Et donc aujourd'hui, vous avez proposé d'introduire justement la thématique des fonds structurels, donc les financements européens sur les territoires, et vous êtes prêté au jeu justement d'être plus expert pour compléter justement les réponses de nos participants. Donc, je voudrais justement qu'on passe à la première question. Francesca, tu as préparé ce quiz avec Franck Arnaud ensemble. Je te laisse poser la question. Alors, nous avons envisagé de faire plutôt un webinaire un peu plus interactif, si possible. Pardon, j'ai un petit souci informatique. Donc, avec l'application Slido, vous pouvez répondre à la question. Et comme ça, après, M. Arnaud va répondre en fonction de ce qui est affiché et il pourra nous expliquer davantage et nous donner plus de détails. Voilà. Je vous laisse juste quelques instants pour répondre à la question qui normalement s'affiche sur votre écran à l'ordinateur ou sur votre téléphone. Donc, la politique régionale de l'Union européenne vise à aider financièrement uniquement les régions les plus arriérées de l'Union européenne. Bon, la grande tendance ici, c'est faux. Franck, qu'est-ce que vous en pensez? La politique régionale de l'Union européenne vise à aider qui alors?
Alors, en fait, à l'origine du traité, et ça continue bien évidemment, c'est de réduire l'écart entre les niveaux de développement des régions. Donc, la réponse, je dirais, elle est à la fois vraie et fausse d'une certaine manière, puisqu'on on doit, à travers notamment la politique régionale, l'Union européenne et la communauté économique européenne bien avant, donc, devait effectivement mettre en place des outils qui permettent d'écart. Cet écart tout simplement pour favoriser les libertés fondamentales qui existaient dans les traités, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Donc la construction de routes, la mise en place de projets donc, de développement économique, la reconversion des zones, et aussi rompre quelque part avec des fois l'insularité de certaines régions ou départements. Alors pour les départements d'outre-mer, donc j'ai parlé de Mayotte tout à l'heure, donc qui est vraiment le plus récent par rapport à l'historique, notamment, mais aussi notamment d'autres régions, des régions dans des domaines notamment ruraux, qui étaient plus aussi enclavés d'une certaine façon et qui permettaient également d'intervenir sur la partie plutôt développement économique, parce qu'il y a l'aspect rural qui est couvert par un autre fonds, hein, donc j'en parlerai plus tard. Mais voilà, l'objectif est de réduire les écarts en fait, hein, donc d'arriver d'une certaine manière à ce qu'il y ait une cohésion économique et sociale, c'est comme ça d'ailleurs que c'est indiqué dans le traité, et de s'affranchir d'une certaine manière à la fois donc des écarts industriels et aussi de tous les handicaps entre guillemets naturels ou démographiques qui pourraient justement cloisonner en tout cas la politique régionale, enfin en tout cas les régions de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne tient compte de la diversité de nos régions, aussi bien de leur taille, mais aussi surtout de leur poids économique, de leur richesse? Est-ce qu'il y a différents niveaux de régions? Alors oui, puisque d'ailleurs, on a des régions, alors c'est intéressant comme question parce que lorsqu'il y a eu la fusion des régions, on a pu voir que des régions, notamment en France, avaient, je dirais, carrément la taille d'un État. Donc, alors j'avais fait des comparaisons, notamment sur la région Occitanie, donc qui avait, alors région Sud, pardon, donc qui a un PIB, donc 150 milliards d'euros, donc quasiment équivalent à celui de la Finlande et de la Hongrie. Et on avait notamment, et pour Occitanie, je vais retrouver, j'avais, je crois, quatrième région, équivalent, donc PIB équivalent à celui de la Hongrie. Donc on a en fait des régions qui ont vraiment du poids, et ce qui explique un petit peu d'une certaine manière aussi, à côté de la politique régionale stricto sensu, parfois un petit peu les revendications qu'il peut y avoir dans certaines zones sensibles, notamment en dehors de, je parle notamment de la Catalogne, où le poids effectivement de la région peut rivaliser d'une certaine manière et enclencher des débats, notamment sur une certaine recherche d'autonomie, voire d'indépendance. Donc là, effectivement, on a toute taille de régions. Il y a des très petites régions, il y a des régions plus grandes, mais je dirais les situations sont évaluées vraiment au cas par cas. Hein, donc, alors les critères sont très généraux, bien sûr, mais ce sont les territoires eux-mêmes qui préparent, je dirais, d'une certaine manière, leur éligibilité en fonction de leurs besoins. Très bien. Je propose qu'on passe à une question suivante. Exactement, toujours donc à propos de l'Occitanie. Voyons exactement à quoi ça correspond concrètement. Donc, selon vous, quel est le montant de la politique régionale et de cohésion qui a été destinée à la région Occitanie? Donc, ces chiffres se réfèrent à la programmation 2014-2020. Alors là, effectivement, c'est une question assez difficile. Mais c'est pour aussi donner une idée, je pense, qu'est-ce que ça représente quand on parle de fonds structurels en région. Donc, vous avez au choix pour les 7 ans 100 millions d'euros, 500 millions d'euros, 1,5 milliard d'euros, 2,9 milliards d'euros. Et donc ça, c'est pour la programmation passée 2014-2020. Donc, les réponses sont assez partagées. Donc, on voit quand même des chiffres assez différents. C'est ce qui est l'intérêt de cette question. Alors, je suis heureux que nous avons un expert avec nous qui peut nous donner peut-être la bonne réponse. Franck, je me retourne vers vous. Comment vous voyez ça? Quelle est la bonne réponse? Est-ce que vous la connaissez? Alors, 2,9 milliards d'euros.
Par contre, alors le parallèle que je voudrais faire, c'est avec la programmation qui s'est faite au niveau de l'Union européenne, puisque pour avoir une vision d'ensemble, on a sur 2014-2020, donc 908,4 milliards d'euros pour cette période, donc ce qui est quand même, je dirais, un budget assez important, et qui a été porté pour 2021-2027 à 1824 milliards d'euros. Donc il y a eu 750 milliards d'euros qui ont été notamment appelés sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu des problématiques par rapport au Covid, donc qui ont dû être réajustées, et il y a eu des changements, donc forcément, en période de pandémie, crise sanitaire, donc suspension, ou en tout cas ralentissement de la libre circulation des personnes, et il fallait effectivement compenser et puis aider l'économie d'une certaine manière à pouvoir démarrer. Dans cette situation, pour donner un exemple concret, une structure que j'avais accompagnée, qui était une structure associative, a bénéficié de 900 000 euros de subvention FEDER, par exemple, pour un projet qui pourtant, enfin en tout cas pour une structure en tout cas qui souffrait d'une certaine manière de fermeture, puisque le projet c'était quand même la restauration et le tourisme à la base, et elle a pu quand même elle a pu en tout cas obtenir une réponse favorable, je dirais, en pleine période de Covid. Donc, le caractère opérationnel des fonds, la politique régionale de l'Union européenne, c'est vraiment adapté, je dirais, aux besoins, quelque part, des porteurs de projets. Très bien, merci. Actuellement, nous posons les questions. Je voudrais aussi attirer votre attention sur la possibilité du chat que vous avez en bas de l'écran. Donc, si vous voulez poser des questions, allez-y aussi. Les questions sont relevées plus tard et on va les poser aussi aux experts pour être plus interactif. Prochaine question, on passe à quoi? C'est un peu des créativités. Donc, on a vu les montants pour la période 2014-2020. Et là, c'est plutôt la créativité et vos idées. Quelles sont les priorités pour les prochains ans à venir? Donc, il suffit de noter des mots-clés. Vous pouvez noter autant de mots-clés que vous voulez et elles vont apparaître ensuite sur les tableaux. Donc, la prochaine programmation, ce sera plutôt la période de 2021-2027. Donc, on y rentre petit à petit. Ceux et celles qui nous ont rejoints un peu plus tard, donc vous pouvez encore vous connecter à cette application. Vous tapez juste sur votre téléphone portable ou sur notre écran de votre ordinateur, slido.com. Vous tapez les codes et comme ça, vous pouvez participer. Parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y a une vingtaine de personnes qui répondent aux questions, mais que nous sommes une quarantaine de personnes qui participent. Donc, les mots-clés pour les prochaines années à venir, les priorités européennes. Alors, on voit beaucoup de choses à l'écran. Les mots qui sont un peu plus gras, un peu plus gros, c'est évidemment les mots qui reviennent le plus souvent parmi nos participants. Franck, comment vous voyez ça? Quelles sont les priorités pour les 7 ans à venir de programmation et peut-être pour les 4 ans qui restent encore pour la Commission européenne en place avec la présidente von der Leyen? Pour les nouveaux objectifs, déjà, c'est le pacte vert pour l'Europe avec la transformation numérique et la renforcer donc la résilience. Mais dans les priorités, on a effectivement une Europe, alors les mots rentrent, je dirais, dans le cadre de ce qui a été exprimé, une Europe plus intelligente, une Europe plus verte, avec zéro émission de carbone, une Europe aussi plus connectée, une Europe plus sociale, une Europe plus proche des citoyens. Sachant que ces priorités-là, je dirais, je le vois moi de manière rétrospective d'une certaine façon, avec un travail quand même qui a été amorcé bien en amont, je dirais, puisque depuis les années 2000 déjà, que ce soit en matière de développement du numérique et de la nécessité notamment de favoriser
les projets qui ont une protection, en tout cas qui favorisent une protection environnementale, c'est un des critères d'ailleurs retenus de manière transversale dans l'étude des fonds européens. Hein, quand il y a une question d'éligibilité, l'aspect environnemental est étudié donc par les fonds structurels, mais aussi par la Banque européenne d'investissement, dont je parlerai peut-être plus tard. D'une Europe plus proche des citoyens, forcément. Donc, on le voit. Alors, j'ai entendu tout à l'heure un projet de Léo Lagrange concernant les personnes au surendettement. Donc, on a effectivement de plus en plus d'implication quelque part de l'Europe sur l'aspect social et y compris au-delà de l'aspect économique, parce que là, on touche bien avec des personnes qui sont exclues du marché bancaire et qui apparemment donc peuvent effectivement rentrer dans ces lignes-là. Donc là-dessus, bon, je vais découvrir ce projet tout à l'heure, la batterie d'illustrations que j'ai pu avoir par ailleurs, et effectivement le fait d'être plus proche des citoyens, c'est-à-dire des citoyens pour le coup précaires. En parallèle, on a des fonds comme l'Association pour le droit à l'initiative économique qui avait favorisé notamment le microcrédit pour les porteurs de projets qui n'avaient pas accès au crédit bancaire, qui n'étaient pas surendettés mais qui n'avaient pas accès au crédit bancaire. Et là, donc, on va au-delà. Donc l'Europe finalement avance quelque part et les priorités s'affirment, je dirais, par période de 7 ans. On va, j'ai l'impression, de plus en plus loin, même si des fois on a l'impression d'aller à reculons, mais en tout cas, sur les projets, je crois que c'est l'illustration la plus vivante, quelque part, de la concrétisation de la construction européenne. Très bien. Donc, on passe à la question suivante. On revient en arrière, justement, dans l'histoire. Donc, pour avoir un peu un aperçu historique de la politique de cohésion européenne, on vous propose cette première question. Donc, dans quelle année a été introduit les fonds européens de développement régional, donc qu'on appelle souvent juste FEDER? Donc, les possibilités sont 1975, 1992, 57 et 2007. Alors, ce serait aussi l'occasion justement d'énumérer les différents fonds qui existent au niveau européen. La question, effectivement, c'est aussi assez compliqué, mais je vois que nous avons vraiment des experts parmi nous parce que ça va très vite là, au niveau des réponses. Alors, en quelle année on a introduit le Fonds européen de développement régional, Franck? Alors, 1975, juste après l'élargissement donc de 73, c'est-à-dire Danemark, Irlande, Royaume-Uni. Donc, c'est la période qui voit les inégalités, notamment au sein, à l'époque, de la communauté économique, qui commence à se creuser. Donc, il fallait mettre en place une véritable politique de développement régional pour justement réduire les disparités régionales. Et c'est à ce titre donc, que le FEDER a été créé en tant qu'instrument donc, de politique régionale et qui permet justement, quelque part, aux régions hein, et enfin, en tout cas aux territoires de travailler justement sur leur propre développement. Alors, une petite quand même parenthèse que je me permets de faire sur ce fonds-là. On parle quasiment jamais, ou très peu en tout cas, de la Banque européenne d'investissement. Je dirais que c'est un peu normal, puisque c'est un outil qui intervient de manière assez discrète, mais qui a été créé en 1958 exactement, donc au lendemain, je dirais, de la création de la Communauté économique européenne, et qui intervient en fait depuis longtemps sur la politique régionale, et qui intervient maintenant en complément de la politique régionale, et déjà en 1975, et puis bien avant, sur toutes sortes de projets, notamment, que ce soit notamment des grandes entreprises qui s'installent dans une région et qui vont effectivement développer des activités donc financées par le FEDER. La BEI intervient notamment en complément, ou bien des concessions qui peuvent être créées. Bon, je vais citer un projet que je connais bien, c'est la Société du tunnel Prado-Carénage, notamment à Marseille, où effectivement on a eu une intervention notamment de la Banque européenne d'investissement là-dessus, sur un projet qui a vocation effectivement à désengorger la ville et qui suit en théorie donc et en pratique la possibilité, enfin en tout cas des règles de respect de l'environnement. Donc sur ce FEDER, on voit aussi se greffer petit à petit dans le développement, notamment des activités qui sont, je reviens à la politique sociale européenne parce que c'est un peu c'est un élément qui m'intéresse beaucoup, mais
à travers le FEDER, avec notamment des plateformes d'initiatives locales qui vont pouvoir, par exemple, mettre en place alors, des prêts d'honneur, notamment. Alors, il y en a 214, c'est Initiative France, 214 associations sur la France qui mettent en place des prêts d'honneur pour des personnes, souvent des demandeurs d'emploi, qui vont créer des entreprises. Et ça, c'est sur des fonds FEDER. Et sur ces fonds FEDER, il y a à peu près 7% donc, des fonds qui sont alloués à ces personnes qui proviennent des fonds FEDER. À côté de ça, vous aurez des structures qui font de l'accompagnement à la création d'activités qui vont intervenir et qui sont, pour faire le lien avec notre fonds dont on va parler peut-être après, le Fonds social européen qui, lui, par contre, va plutôt intervenir sur l'accompagnement, c'est-à-dire la lutte contre l'exclusion, quelque part, et de ce fait, justement, permettre à des personnes d'avoir accès à de la formation ou à de l'accompagnement pour créer des activités, en tout cas pour devenir autonomes sur leur territoire. Donc voilà un petit peu. Alors, j'ai essayé d'expliquer les raisons. 75, donc c'est quelque chose effectivement qui est éloigné, hein, mais quand même, c'est un fonds où effectivement la question donc de la politique régionale est importante notamment, et où le FEDER a pu être actif en tout cas à partir de ce moment-là. Et donc le FEDER, c'est par contre pas le premier fonds structurel qui a été introduit. Le premier, c'est lequel? Alors, je laisse poser peut-être la prochaine question. Puisque... Oui, Michel, tu as déjà répondu à notre question. Donc, c'est la prochaine question. Oh. C'était ça. Ouais. Donc, Monsieur Arnaud, on a vu que les FEDER, c'était en 1975. Et qu'est-ce qu'il en est du Fonds social européen, donc? Alors, ouais, je vois que tout le monde a répondu juste, donc quasiment. Oui. Donc, le Fonds social européen, oui, c'est le premier fonds, en fait. C'est 1957. Donc, alors, c'est intéressant comme date, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'on nous a toujours dit, alors j'ai appris dans mes cours, et puis bon, mais on voit finalement dans le terrain que les choses ne sont pas aussi simples que ça, et que le social est important. On ne peut pas faire d'économie sans du social. Ce n'est pas possible. Si on veut vraiment développer, avoir en tout cas, et préserver les démocraties, parce que c'est aussi des enjeux qui sont derrière, il faut prendre en compte le social. Et depuis 57, donc il y a le Fonds social européen. Alors, il intervenait bien évidemment sur des aspects qui étaient, c'était la lutte contre les inégalités, mais on était surtout sur de la mobilité professionnelle. Au départ, c'était un instrument qui devait viser, d'une certaine manière, à assurer donc les transferts, puisque le territoire s'élargissait, mais qui est en fait, qui est devenu le Fonds social utilisé notamment pour lutter contre la précarité, pour lutter contre les discriminations. C'est lui qui intervient notamment qui a cofinancé dans certains départements, notamment du RSA, qui a cofinancé des actions, notamment de formation et d'accompagnement pour lutter contre l'insertion, pour favoriser l'insertion. Je pense notamment à un projet donc, qui est intervenu, notamment l'école de la deuxième chance, donc, qui permet justement à des jeunes de se réinsérer sur le marché du travail. Le Fonds social européen est un outil finalement, qui a permis beaucoup d'innovation. Il permettait également d'assurer notamment, dans le cadre, par exemple, de soutenir des projets qui étaient dans le cadre des politiques prioritaires de la ville, notamment des projets qui permettaient justement à des jeunes ou à des femmes en difficulté aussi, d'accéder d'une certaine manière à l'autonomie par la création d'activités. Alors, pour avoir, je dirais, travaillé longtemps dans l'accompagnement à la création d'entreprises, là, je n'étais pas avocat à l'époque, j'étais vraiment, je dirais, sur le terrain, sur le secteur associatif. Effectivement, on voit le FSE qui intervient et qui favorise aussi l'accès pour des personnes, notamment handicapées ou reconnues, en tout cas handicapées, pour leur permettre d'accéder à un emploi et de s'insérer. Donc, ce fonds est important historiquement parce qu'il met en lumière, je dirais, quelque part, une politique sociale qui ne dit pas son nom dans l'Union européenne, mais qui s'affirme de plus en plus. C'est un peu comme je le disais tout à l'heure, on avance en fonction des périodes budgétaires sur effectivement une affirmation. On a vu que même la BEI intervenait notamment sur des projets de recrutement par rapport aux jeunes pour aider les entreprises, notamment les PME, pour recruter des jeunes. On a donc de plus en plus une politique affichée, une politique sociale européenne affichée. Elle est discrète encore, c'est vrai, mais elle est de plus en plus présente. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction, pour l'explication de la politique européenne de cohésion.
sur les territoires. Je vois aussi que nos participants sont quand même très bien au courant de la situation. Les réponses étaient souvent très bonnes, donc c'est parfait. Merci Franck pour ces mots introductifs. Donc vous restez avec nous. À la fin, on va certainement revenir aux questions-réponses. Donc vous aurez aussi l'occasion de compléter et je compte bien évidemment sur vous. Je me retourne vers le département du Gard. Monsieur Clapp, alors vous êtes vraiment dans le concret. Vous accompagnez les porteurs de projets. Comment ça se passe au niveau du département si on regarde peut-être plutôt les 7 dernières années? Donc, est-ce que vous êtes déjà en mesure en 2021 de tirer un premier bilan sur les 7 dernières années? Oui, donc effectivement, le département est particulièrement sensible aux financements qui sont apportés par les fonds européens, à la fois pour les politiques qui sont gérées par la collectivité au titre de ses compétences propres, et à la fois en partenariat avec les projets de territoire, puisque notre département a choisi de s'impliquer sur le fonds Leader avec les porteurs de projets. Il a même été moteur au moment où les GAL ont été constitués sur le territoire, et il demeure présent puisque tout le territoire gardois n'est pas encore couvert par des GAL. Il y a un 5e GAL qui va être créé, on espère très bientôt, sur le territoire du Gard rhodanien qui n'est pas encore couvert. Donc oui, le département du Gard s'est impliqué fortement dans la précédente programmation. Il s'impliquera également dans la prochaine programmation qui va démarrer, qui aurait dû démarrer, mais qui démarrera effectivement dans le second semestre et l'année prochaine. Donc pour quelques chiffres, hein, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais 3 fonds principaux ont été mobilisés par la collectivité départementale, donc le FEDER, le FEADER et le FSE. Pour le FEDER, on a mobilisé 30 millions d'euros pour 173 actions ou projets, ce qui signifie qu'on a pu obtenir des financements sur des projets à hauteur de 90 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Au titre de la politique agricole commune, bon, je ne parle pas des aides directes aux producteurs, mais sur le deuxième pilier, c'est-à-dire le FEADER, 50 millions d'euros au titre du programme de développement rural Languedoc-Roussillon et 10 millions d'euros d'aide au territoire leader. Et nous, au niveau du département, on encourage, on essaie de soutenir l'action de ces territoires. Et on donne des aides de fonctionnement qui sont pas de grandes aides, mais qui permettent un effet levier pour faire fonctionner les GAL sur le territoire. Également, une action importante au titre du Fonds social européen, on l'a vu, hein, c'est le plus ancien fonds, avec une tradition de mobilisation de ce fonds dans le département du Gard au titre de ses politiques d'insertion, puisque vous savez que les départements, ils ont cette compétence spécifique. Dans les territoires méditerranéens en particulier, on a effectivement des bénéficiaires du RSA qui sont nombreux, et donc une politique d'insertion qui est très active. 13 millions d'euros redistribués sur le territoire gardois sur la génération 2014-2020, 221 actions pour la période, donc on voit que c'est quand même conséquent. On aura tout à l'heure des illustrations, puisque je crois que plusieurs porteurs de projets vont intervenir tout à l'heure. Effectivement, nous appuyons beaucoup au titre de nos politiques d'insertion sur la FSE, et donc certainement qu'à l'avenir, dans la mesure où le champ d'action, d'intervention du FSE est élargi, on va aller sur d'autres sujets comme famille-enfance, d'autres compétences du domaine social. C'est aussi une volonté de l'État, puisque l'État français nous encourage à aller, dans le cadre de contractualisation, à aller mobiliser davantage ces fonds. Donc, des perspectives effectivement importantes pour l'avenir. Et si vous permettez, je garde aussi un œil justement sur le chat. Il y a une question sur le Fonds social européen. C'est une question de l'ACEGA où on demande aujourd'hui la FSE, c'est plus au sens ressources humaines, mais beaucoup plus dans la qualification et la formation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une tendance que vous confirmez sur le territoire? Oui, effectivement, il y a la formation est un domaine important. Bon, même si la formation, c'est du domaine, en l'occurrence,
de la région et de l'État. Nous, on intervient sur le I de l'insertion, donc sur des actions d'accompagnement pour favoriser le retour vers l'emploi, vers l'activité. Mais effectivement, la formation est un des piliers et c'est un levier d'action qui est important et qu'il ne faut pas négliger. Donc, on verra peut-être dans les illustrations qui sont données tout à l'heure, plus particulièrement, comment ça peut se traduire. D'accord, très bien. Alors, si je prends aussi la diversité de l'Union européenne, vous avez des pays très divers, vous avez des régions très diverses, etc. Une question aussi, est-ce que les départements, vous avez votre mot à dire? Est-ce que vous pouvez participer un peu aux perspectives, aux objectifs pour mettre en place cette politique au niveau de Alors, votre département? donc je vais vous faire une réponse de Normand, voilà. Donc, je veux dire oui, effectivement, on a notre mot à dire. Oui, effectivement, il est prévu que dans le dialogue qui s'instaure entre les États membres, à l'intérieur des États membres, avec les gestionnaires, qui sont notamment la région, bon, il est prévu qu'on soit consulté, et on l'est effectivement. On a un dialogue. Ce matin, il y avait encore une réunion avec les instances régionales. Moi, je n'ai pas assisté, mais Zoé Vala, qui assiste à notre réunion, y était, et une autre collègue également. Donc oui, il y a un dialogue. Après, est-ce qu'on est entendu? Oui et non, pas toujours. On fait remonter nos besoins, on fait remonter les besoins des territoires, hein, puisque on est en lien avec les porteurs de projets. Sur le FEADER Leader, bon, on a un lien avec nos collègues des territoires, donc ils nous font remonter un certain nombre de choses, et on traduit cette volonté, notamment sur la taille des projets, par exemple, puisqu'il y a toujours une volonté on comprend bien que pour les gestionnaires des grandes collectivités et de l'État, bon, ben, il y a toujours ce souci de devoir gérer de manière cohérente et rationnelle, mais par exemple sur la taille des projets, sur le territoire, il y a peut-être plus facilement des petits projets à l'échelle des territoires qui auraient besoin d'être financés, même si au niveau de la gestion, on a besoin d'avoir une taille critique un peu plus importante, par exemple. C'est un exemple. Hein. Encore deux autres remarques aussi dans le chat, justement de notre collègue Clarissa de Vergès qui dirige le Centre Europe Direct Pyrénées-Occitanie, la DRET. Elle fait aussi remarquer à très juste titre la politique agricole commune dans les gares. En 2019, 67 millions d'euros, dont 45 millions d'euros sur le premier pilier. Donc ce sont Oui. des chiffres notables, importants aussi. Oui, tout à fait. Oui. Le premier pilier de la PAC, sur la période, 160 millions d'euros captés par le Gard. Donc, effectivement, ce n'est pas négligeable. Hein. Alors, oui, on peut dire que le soutien versé directement aux revenus des agriculteurs n'est pas négligeable et contribue à l'activité économique locale de manière très forte. Et une autre question aussi, c'est est-ce qu'à votre niveau, au niveau du département, il y a un document qui listerait les projets qui ont été soutenus en 2014-2020? Alors, on n'a pas de document générique. On connaît les projets. D'ailleurs, si on regarde sur le site de la région, l'ensemble des opérations qui sont financées apparaissent sous forme de tableau. Hein, c'est assez détaillé. Mais nous, on n'a pas édité spécifiquement de documents récapitulatifs. D'accord. Si on passe maintenant un peu aux perspectives. Donc là, tout à l'heure, Franck Arnaud a commenté justement les priorités de l'Union européenne. Comment ces priorités se traduisent par les projets, par la mise en place de la politique de cohésion au niveau du département? Quelles sont les perspectives, les priorités, les objectifs pour le département du Gard? Donc, comment ça se traduit? Bon, je peux vous citer quelques exemples de projets qui ont été financés. Par exemple, sur les politiques de prévention des risques, on a pu obtenir des accompagnements importants sur des projets structurants. La digue d'Anduze, par exemple, sur le Gardon, a bénéficié d'une intervention importante du FEDER à hauteur de plus de 1 242 000 euros. On a obtenu des financements de postes de techniciens du département pour ces questions. Donc,
c'est des postes qui sont financés actuellement, hein, donc ça nous aide au quotidien dans nos actions. On va avoir tout à l'heure l'exemple du projet de requalification de l'ancien collège d'Ideron. Donc ce projet, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a un projet, une approche territoriale qui a été menée par le département au long cours avec l'ensemble des partenaires, hein. C'est un sujet qui a duré plusieurs années. Sur par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, d'intermodalité des déplacements, etc. On a bénéficié sur l'itinéraire cyclable du Léman à la mer d'une aide conséquente du FEDER. Et ça nous permet de soutenir de manière concrète le développement d'un tourisme de qualité dans nos territoires gardois. Par exemple, autour du canal du Rhône A7, le département avait développé une action qui s'appelle Port en réseau. Et donc, ça fait partie de cette politique d'aménagement du territoire et de développement du tourisme local. Et également, lutte contre les inondations. Vous savez que malheureusement, dans le territoire méditerranéen, on est fortement touché. Chaque année, malheureusement, on déplore des dégâts importants et parfois des victimes, hein, malheureusement. Donc, on a bénéficié d'interventions sur ces sujets-là. Également, on a pu faire financer des opérations grand site, OGS, sur Gorges et Massif des Gardons, sur la Camargue gardoise principalement, et sur le cirque de Navas, en lien avec le monde de l'Hérault. Voilà. En ce qui concerne le FSE, plus spécifiquement, le GAR est organisme intermédiaire, donc à ce titre-là, il est responsable de la gestion d'une subvention globale. Pour l'exercice actuel, plus exactement de 2 subventions globales, puisque le département a cette spécificité d'avoir bénéficié de 2 subventions sur les 2 périodes pour nous amener jusqu'à aujourd'hui. Et à ce titre-là, on a pu bénéficier d'une programmation de crédit de plus de 13 millions d'euros, avec une réserve de performance qu'on a atteint, puisqu'on a quand même touché un nombre important de bénéficiaires. Voilà, donc les perspectives pour l'avenir, effectivement, on travaille en lien avec l'ensemble des directions opérationnelles. Bon, effectivement, les programmes et les règlements vont se préciser. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en amont avec nos directions. On va avoir des projets, notamment sur les questions qui touchent à la transition énergétique et à la performance énergétique des bâtiments publics, puisque le département en propre pour ces bâtiments, il a un parc important et des sujets importants à suivre et à gérer efficace. Également sur les mobilités. Actuellement, on travaille par exemple avec nos services de l'information, la Direction générale des services qui s'occupe de l'information sur nos réseaux. Notamment, vous savez que le département et la région également a permis l'équipement du territoire en très haut débit. Il y a eu un premier programme qui a été engagé et un second qui est actuellement en cours. Et donc, ces sujets-là vont être développés. Également, pour nos bâtiments publics, on installe la Wi-Fi dans nos bâtiments publics. C'est le cas dans les collèges et c'est le cas dans les bâtiments publics des départements, comme par exemple les bâtiments qui sont nouvellement créés, comme un bâtiment administratif a été créé depuis 1 an et demi et il est en train d'être entièrement équipé. Voilà, on est sur ces sujets-là. Sur le FSE, plus spécifiquement, on a une action de réflexion avec la direction générale qui s'occupe du développement social. On sait qu'on va devoir s'impliquer davantage sur des problématiques, notamment par rapport à la question des mineurs non accompagnés, qui est un sujet important dans notre territoire, et aux questions liées à la migration internationale, puisque nos territoires méditerranéens sont sujets à de fortes migrations. Et ces questions-là, ça fait partie du quotidien de nos personnels qui gèrent dans les CMS l'accueil des publics. Voilà.
Très bien. Je pose encore une question de la part des participants et après je propose d'avancer parce que je vois aussi l'heure qui tourne. Il y a une question Oui. qui revient aussi souvent, qui nous est posée, c'est sur la complexité. Les fonds structurels, c'est assez compliqué, assez complexe à porter un projet, et notamment pour le secteur associatif. Et la question, c'est est-ce que c'est la même chose dans les autres pays européens, par exemple en Espagne, en Italie? Donc, je me tourne vers tous les deux, peut-être Jean-Christophe Clapp et Franck Arnaud. Est-ce que vous avez des éléments, Jean-Christophe, peut-être plutôt au niveau département? Est-ce qu'il y a des porteurs de projets qui vous font part de ces complexités? Et peut-être Franck, au niveau européen, est-ce que c'est pareil dans les autres pays? Peut-être Jean-Christophe, pour commencer? Oui, je donne un témoignage concret. Oui, effectivement, on nous parle de simplification. On nous dit effectivement il va y avoir des simplifications, mais en réalité, c'est vrai que ça demeure des sujets compliqués parce que les règlements des fonds européens ne sont pas toujours bien maîtrisés et parce que les outils, notamment les plateformes, ne sont pas toujours faciles d'utilisation, même pour des fonctionnaires des collectivités territoriales qui sont aguerris à la gestion administrative. Ça reste quand même pas toujours facile d'accès. Donc, le travail d'une direction comme la nôtre au département, c'est d'aider nos collègues, de les orienter, de les piloter, de leur donner les clés pour pouvoir justement faciliter ce travail et accéder plus facilement à la plateforme et monter des dossiers. Et effectivement, tout à l'heure, peut-être qu'on aura des témoignages des territoires sur les GAL. Effectivement, nos collègues qui travaillent au quotidien sur le montage des projets avec les acteurs du territoire, ils nous font part effectivement de difficultés. Effectivement, c'est pas facile. Alors Franck, au niveau des autres pays européens, est-ce que vous avez peut-être des informations Moi, j'ai une information sur l'Allemagne où effectivement, les dossiers sont très simples et les contenus sont, je dirais, moins volumineux. Mais l'observation qu'il faut avoir, là, il y a une confusion, je dirais, qu'il peut y avoir entre ce que l'Union européenne met en place et les législations différentes des États membres qui ont leurs propres règles, je dirais, de demande de financement public. Donc, et si vous rajoutez à ça une fusion des régions, par exemple, ben vous comprenez qu'effectivement, il pourra y avoir de la complexité. Alors là, il y a effectivement des efforts qui doivent être faits, toujours, bien évidemment, mais je dirais, c'est dans les demandes des demandes de financement public, il est un peu, je dirais, compréhensible aussi que des justificatifs soient demandés, qu'un projet soit clair. Et après, effectivement, en fonction des États, il n'y a pas la même culture juridique et administrative, il n'y a pas non plus les mêmes contrôles qui peuvent exister en termes de gestion des fonds. Quand je dis contrôle, c'est la façon dont c'est exercé les contrôles. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans les autres pays, hein. Il y en a autant qu'en France. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes systèmes administratifs et juridiques. Ça, il faut bien le comprendre. C'est notre système à nous aussi qui est comme ça. Et donc, effectivement, on doit passer par certaines règles. Là, quand on va sur des plateformes comme sur la région Occitanie, des choses quand même ont été, je dirais, simplifiées, malgré le fait que j'ai évoqué notamment la question de la fusion des régions, où on peut effectivement télécharger les dossiers, donc produire les éléments qu'on a à produire. Après, c'est plus dans la lecture, des fois, et la compréhension des règles d'attribution et des critères, notamment d'éligibilité qu'on peut avoir par rapport au fonds, où là, ça peut poser effectivement des difficultés. Ça dépend aussi de la taille du projet, hein, comme l'a dit le précédent intervenant tout à l'heure. Bon, oui, effectivement, si vous avez des projets plus importants, il y a une gestion plus importante. Si des projets plus petits, il y a une gestion plus petite. Mais sur des projets plus importants, déjà, en amont, qu'est-ce que vous mobilisez? Bien souvent, quand c'est une structure avec, par exemple, 50 salariés, vous allez avoir besoin d'un comptable, vous allez avoir besoin d'une personne quand même qui pilote le projet en interne, peut-être d'intervenants extérieurs, un avocat, un expert comptable qui est aguerri notamment aux questions des fonds européens, la vérification notamment que les aides publiques que vous avez reçues, elles soient conformes avec les règles en matière d'aide d'État.
ça, vérifier que notamment les questions en matière de règles de marché public ont bien été respectées pour justifier les demandes de financement que vous allez faire, et bien évidemment la viabilité du projet par rapport aux critères d'éligibilité. C'est un métier. Donc là-dessus. Après, sur des petits projets, bien évidemment, je dirais, il y a des informations à dispatcher, à diffuser, et je dirais, vous êtes là pour ça. Hein, donc les relais Europe Direct. Hein. Donc aussi pour diffuser cette information et peut-être aider aussi les personnes comment dire, à se poser des questions, notamment, et à se faire aider, si besoin, notamment, à être accompagné. Je reprends la parole justement, Franck. Tu dis, nous sommes là pour ça aussi, les Europe Direct. Et justement, je voulais vous conseiller aussi de regarder sur les sites internet des 5 centres Europe Direct que nous avons en Occitanie. Claire Sardaragès de Prades, elle voulait aussi, elle aurait pu prendre la parole, mais à 14h, elle doit rejoindre une autre visio. Sur leur site aussi, vous trouvez plein d'informations. C'est aussi ce centre qui a réalisé une exposition, l'Europe en Lozère, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est aussi un peu notre rôle, le rôle des Europe Direct sur l'Occitanie, d'accompagner, diffuser, vulgariser un peu l'information européenne. Et c'est à ces sujets qu'on travaille ensemble avec les départements. Claire, je te vois aussi à l'écran. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Micro? Je peux juste donner un exemple. On fait des cartes. Tout à l'heure, il y avait une question sur un répertoire des projets financés par l'Europe en région et sur le département du Gard. On fait des cartes un peu à la demande. Je peux vous montrer un exemple sur le FSE de ce que vous pouvez trouver. Voilà, si je peux partager. Voilà, ça n'ira, je pense. Ah, bon. Si. Ah, ok, parfait. Voilà, donc par exemple, ça c'est les projets FSE et IEJ pour la jeunesse financés en Occitanie. Et quand on clique sur les projets, voilà, il y a un chantier d'insertion animation Nîmes Métropole. Donc il y a à la fois les projets financés par le FSE via le programme national, les projets financés par le FSE du volet régional, donc un autre projet d'accompagnement aux savoirs fondamentaux, et des projets sur l'IEJ comme Franck en parlait tout à l'heure, les écoles de la deuxième chance. Donc voilà, on réalise ce type d'outils pour pouvoir mieux communiquer, pour montrer la présence de l'Europe en région. Et c'est important comme exemple de truc. Donc, alors ça demande un travail, on ne peut pas être exhaustif, mais on essaye à la demande de pouvoir réaliser comme ça des outils qui permettent vraiment de montrer la réalité de l'Europe sur tous les territoires et sur tous les programmes. Et on le fait avec aussi les programmes sectoriels et pas que la politique régionale. C'est super clair, merci beaucoup. Et puis, il y a déjà première remarque dans le chat. Où est-ce qu'on trouve ces cartes? Donc, comme je le disais, elles ne sont pas, comme elles évoluent perpétuellement, elles ne sont pas en libre accès sur notre site, etc. On les fait plutôt à la demande. Donc, on peut imaginer que je peux très bien produire une carte sur le Gard avec un peu les différents fonds et faire une carte un peu spécifique et partager le lien dans quelques jours si ça vous intéresse. Voilà. Très bien, super. Merci beaucoup. Alors, c'est super, une carte, on voit les porteurs de projets, mais Claire, j'ai encore mieux, j'ai les porteurs de projets directement ici. Dans notre webinaire, donc je propose justement qu'on passe à la phase un peu pratique. Je voudrais faire un petit saut vers le nord de notre département, vers Alès, où nous avons le plaisir d'avoir Joël Rioux et Constance Bord avec nous, d'Alès Agglomération. Alors, vous avez suivi
de près introduit, accompagné le projet de la maison pluridisciplinaire à la Grande de Combe. Vous avez même réussi à réaliser un film avec la région Occitanie. Donc, je vous propose justement qu'on regarde ce film en guise d'introduction et ensuite, je vous donne la parole pour que vous commentez ce magnifique projet. J'espère qu'il y aura le son aussi qui va venir. Il n'y a pas de son apparemment. Ça ne marche pas, Francesca. Bon, ce sont les aléas du live, donc apparemment on n'a pas de son, c'est un peu dommage, mais comme Claire l'a introduit tout à l'heure, donc on fera certainement après le webinaire une petite synthèse avec les différents liens, et donc on va vous joindre aussi le lien vers des sites de la région où vous trouvez plein d'exemples sous forme de vidéoclips sur des projets réalisés. Madame Rio, Madame Bord, donc vous avez suivi ce projet au niveau du GIP à l'Est agglomération, donc groupement d'intérêt public. Comment ça a marché pour ce projet-là? Alors peut-être Constance, si elle veut parler de sa vision par rapport au GIP, ou je vous présente d'abord la maison pluriprofessionnelle et puis on pose les questions. Oui, vous pouvez peut-être présenter la maison et après je répondrai. Donc en fait, cette maison pluriprofessionnelle de la Grande Combe, elle a commencé à voir le jour en termes de réflexion en 2008. Et on voit que ce sont des projets généralement qui ont un terme un petit peu long, puisque la première pierre a été posée, si je ne dis pas de bêtises, le 22 décembre 2016 et que l'inauguration s'est faite en 2018, en juin 2018. Alors vous me direz, quelle longue réflexion. Mais comme tout projet, sur la période de 2008 à 2015, le bassin de vie de la Grande Combe a été confronté et a enregistré une forte baisse des effectifs des médecins généralistes libéraux. Et à partir de ce moment-là, le territoire a fait partie des 34 territoires vulnérables de la région, reconnus dans le plan régional de santé, pouvant bénéficier de l'installation d'une maison de santé pluriprofessionnelle, ITMSP. Il y avait d'autres constats et d'autres indicateurs, le vieillissement de la population, une précarité importante, un accès aux soins et à la prévention difficile, et une offre de soins de premier recours qui était plus que menacée sur ce territoire-là. Généralement, quand ces problèmes arrivent sur un territoire, ils traduisent aussi souvent la complexité d'un dossier sur lesquels il y a à la fois l'aspect médical qui doit être pris en compte, mais aussi l'aspect architectural et la construction. L'idée qui a été le fil conducteur tout au long de ce projet, ça a été vraiment de pérenniser l'offre de soins sur le territoire. Donc, il y a eu une première réflexion et un cheminement de l'ensemble des professionnels de santé pour voir comment ils pouvaient se coordonner et s'organiser pour pouvoir apporter une vraie réponse
et comment ils pouvaient les uns les autres arriver à susciter ou à faire venir d'autres professionnels sur le territoire. Au même moment, il y a eu une écoute très attentive de l'ARS par rapport à ce regroupement de professionnels et ces créations de CISA et ce regroupement. Les élus du territoire, à ce moment-là, voyant le fort engagement des professionnels de santé, ont décidé d'apporter leur soutien et se sont engagés pour porter le projet immobilier, puisque c'était un petit peu la problématique. D'un côté, les professionnels de santé étaient tout à fait à l'aise pour partager et travailler ensemble dans le cadre d'un projet de soins, mais trouvaient qu'il était peut-être difficile pour eux de porter un projet immobilier de construction. Et comme vous le verrez un peu plus tard, c'est quand même un projet avec de nombreux mètres carrés, donc qui nécessitait quand même un bon accompagnement. On constate aussi sur ce projet qu'en fait, cette réflexion et ce début de projet a été porté et était une volonté de la communauté de communes du Pays Grand Combien. Ensuite, nous avons eu la fusion et ce projet s'est achevé sous l'égide d'Alès Agglomération en 2017, au moment de la fusion des intercommunalités. Ce qui paraissait important de souligner, c'est que lorsqu'on se met tous ensemble, quelles que soient les différentes étapes et les différentes difficultés que l'on peut rencontrer, on arrive quand même à faire avancer les choses et à finaliser un projet. Peut-être que, pour ne pas prendre non plus trop de temps, mais en même temps apporter une vision globale, il faut savoir que c'est un projet qui représente en coût global plus de 2 300 000 euros, qu'il y a eu différents financements possibles. Là, vous m'aiderez, Constance, vous me reprenez. Oui. Il y a eu un financement de l'Europe dans le cadre de l'ATI. C'est ça. Approche territorialisée intégrée de 381 425 euros. Il y a eu également de l'État au titre du FSI PL 540 000 euros. Le conseil départemental du Gard, 183 000 euros et un autofinancement de plus d'1 200 000 euros d'Alès Agglomération. Donc, c'était quand même un projet d'envergure qui a permis finalement de voir plus de 1100 mètres carrés mis à disposition de nombreux professionnels, à la fois de médecins généralistes, d'infirmiers libéraux, de kinésithérapeutes, d'orthophonistes, de podologues, de sages-femmes. Il y a également un laboratoire d'analyse médicale et il y a un certain nombre de professionnels qui viennent faire des interventions ponctuelles également. On voit aussi que dans ces différents professionnels, cela a permis aussi d'accueillir des gens qui au départ ne connaissaient pas du tout la Grande Combe et qui sont venus parce qu'ils souhaitaient un exercice partagé. On peut dire que ce bel outil qui a été mis à disposition a été tout particulièrement très vite, comment est-ce qu'on peut dire ça, a très vite apporté une vraie réponse sur le bassin de vie, puisque sa première année d'exercice, il y a eu tout un travail qui a été fait par les différents partenaires dans le cadre de la gestion du plan canicule. Et depuis nos différents mois concernant la crise sanitaire et la vaccination, là aussi, c'est un établissement qui joue un rôle très, très important au quotidien. Voilà un petit résumé rapide de cette belle maison pluriprofessionnelle de la Grande Combe, Simone Veil. Très bien, je me permets de me retourner vers Constance Port. Vous êtes chef de projet au GIP pour la mise en place de la politique de la ville. Justement, entre l'idée et la réalisation, quelles étapes étaient les plus compliquées peut-être ou les plus heureux aussi et comment ça s'est passé justement? Après, moi, je n'étais pas au tout début du projet. Je l'ai récupéré comme Madame Rieu au milieu. Mais je pense que le plus compliqué, c'est vraiment le montage du projet,
et la partie administrative. Je pense que quand on monte des projets, il faut vraiment bien qu'ils soient ficelés, il faut qu'il n'y ait aucun défaut, qu'il manque aucun papier, parce qu'après, c'est là que les difficultés apparaissent. D'accord. Et votre interlocuteur pour ce projet-là, c'était plutôt la région, non, je suppose? Oui, c'était C'est la région Occitanie. agglomération. Très bien, très bien. Parfait. Très beau projet et surtout, il y a aussi cette très, très belle vidéo. Je l'ai vue hier soir. Donc, on vous enverra le lien suite au webinaire. Voilà. Nous avons un autre projet d'ordre Fonds social européen. Donc, merci beaucoup déjà pour ce premier témoignage à Constance et à Madame Rioux. Restez avec nous encore, s'il vous plaît, pour le petit question-réponse à la fin. Le Fonds social européen, le premier fonds, nous avons un joli projet dans le département du Gard qui a été porté par la Fédération Léo Lagrange. Nous avons le plaisir d'avoir Michel Boutet avec nous. Qu'est-ce que c'est exactement votre projet? Oui, bonjour. Alors, en réalité, il s'agit d'une proposition de renouvellement d'une action que nous menons sur le territoire depuis quelques années aujourd'hui et qui rentre dans le cadre, effectivement, de la programmation FSE sur la thématique promotion de l'inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté. Il s'agit de l'action accompagnement vers l'emploi d'un public surendetté en lien avec les travailleurs sociaux. Donc, nous abordons effectivement, dans le cadre de cette action, la problématique du surendettement. Alors, le lien est rapidement fait avec l'objectif de lutter contre la pauvreté, mais aussi avec l'objectif d'inclusion sociale, parce que cette action a été construite pour s'inscrire dans le cadre du parcours d'insertion, d'un parcours d'insertion intégré mis en place par le département du Gard. Notre action a pour objectif, donc, premier, de lever les freins à l'insertion socio-professionnelle liée aux difficultés financières. Elle est appelée action surendettement, mais le thème surendettement a été introduit dans le titre de l'action parce qu'il est parlant en lui-même. Mais l'objectif véritable, c'est de lever les difficultés financières par différents moyens, par différentes pratiques que nous proposons aux participants de l'action. Cette action, donc, est assurée sur le territoire par des juristes dont le métier vient en complément des travailleurs sociaux sur le secteur et qui vont donc, par l'ensemble de leur pratique, faire en sorte à ce que les difficultés financières soient réglées de façon pérenne. Donc, concrètement, le public nous est orienté. C'est une action qui est intégrée dans le cadre de la politique d'insertion. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec non seulement les travailleurs sociaux, mais aussi avec l'ensemble des opérateurs qui travaillent déjà sur cette problématique. Concrètement, sur le contenu de cette action, et pour obtenir donc ces résultats pérennes, nous sommes amenés à étudier, donc ce sont des accompagnements individuels. Je préciserai, j'ai oublié, nous intervenons dans le cadre de permanence sur l'ensemble des territoires du département du Gard. Et nous recevons donc le public dans le cadre d'accompagnement individuel. Et par l'ensemble de pratiques, donc nous commençons, pour que ce soit plus parlant pour vous, je vais un petit peu décrire le contenu de cette action. Dans un premier temps, nos juristes analysent le budget de nos usagers afin de voir, d'étudier les dysfonctionnements. Ce sont des juristes qui vont aussi vérifier la légalité de l'ensemble des créances, travailler sur les procédures d'exécution, sur les procédures de recouvrement, faire tout ce travail d'instruction afin de rééquilibrer, soit par le traitement de dettes litigieuses, soit par des renégociations de dettes, le budget de nos usagers. Si après ce premier travail, le budget n'est pas rééquilibré, parce qu'il faut savoir aussi que par la nature de nos publics qui sont généralement bénéficiaires des minima sociaux, leur budget est très rapidement déséquilibré. On peut très bien avoir de personnes qui sont en difficulté, ne serait-ce que par la régularisation de la dette d'énergie. Donc, si jamais nous n'arrivons pas par ce premier travail à rééquilibrer le budget de nos usagers, nous réfléchissons donc à des solutions
par la saisine de dispositifs réexistants, soit des procédures de surendettement, soit la saisie du juge pour obtenir des délais de grâce, soit lorsqu'il y a des dettes professionnelles, mettre en place des procédures collectives pour obtenir les liquidations judiciaires ou les redressements. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de pratiques qui sont mises en place et qui tiennent compte du projet professionnel de nos usagers. Quand je parle, par exemple, de délai de grâce au juge, c'est très simple, normalement, de saisir, de monter un dossier de surendettement. Mais si le projet du participant, c'est de créer une activité professionnelle et qu'il n'est pas forcément exclu du secteur bancaire au moment de l'accompagnement et qu'il n'est pas inscrit au fichier d'incident de crédit, monter un dossier de surendettement dans ces cas-là, c'est faire capoter sérieusement son projet d'insertion. Donc, c'est pour ça que nous pouvons proposer d'autres solutions pour favoriser de façon globale son insertion socio-professionnelle. Voilà. Je ne sais pas si ça a été j'ai été un petit peu rapide, mais c'était pour être le plus parlant possible. Oui, et donc ce projet répond vraiment à un véritable besoin sur les territoires. Combien de personnes vous accompagnez à peu près par an? Alors, nous avons un objectif quantitatif qui est de 160 accompagnements sur l'ensemble du territoire. 160 accompagnements. L'ensemble du territoire, c'est-à-dire le département du Gard? Du département du Gard. D'accord. Très bien, ce sont des chiffres quand même importants. Très bien. Et donc, 160%, et nous sommes donc sur un taux de réussite aux alentours de 70-80%. D'accord. Et ce dossier, vous l'avez monté ensemble avec les départements, avec la région? Comment ça s'est passé? Avec le département, avec le service FSE du département. Il y a M. Kefif qui est présent. Et j'ai vu que M. Kefif était présent à la séance. C'est avec leur aide précieuse que nous montons ces dossiers un petit peu compliqués. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Boutet. Donc, restez aussi avec nous parce qu'il y a des questions aussi dans le chat. On va essayer d'y répondre à la fin. J'aimerais retourner vers le département du Gard parce qu'il y a un joli projet qui a été réalisé à Nîmes. Il s'agit de l'ancien collège Diderot qui a été réhabilité avec de l'argent FEDER en espace de formation. Et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Bonifay avec nous. Monsieur Bonifay, vous êtes directeur de la logistique au département et vous avez suivi de près ce projet de réhabilitation. Comment ça s'est passé pour l'espace de formation Diderot et quels sont les objectifs? Alors, je vais vous présenter rapidement le projet. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, sur l'état des lieux. Donc, en fait, on est sur un ancien collège qui est situé en pleine zone de quartier politique de la ville, entre Pisevin et Val-de-Gour, qui représente 16 000 habitants. Donc, un projet, un ancien collège qui a été fermé en juin 2017, avec derrière un objectif de requalification de ce collège. L'idée était de pouvoir accueillir au sein de ce collège notamment bon nombre d'activités liées à des espaces notamment de formation. Donc ça, c'était vraiment l'objectif qui était le nôtre. Et que ces espaces de formation puissent être mis à disposition par différentes associations présentes sur le site. Donc, il s'agit notamment des associations telles que le Greta, le MUC, le PIMS, la NOAS, la MIES. Donc, vous avez là la liste qui est là. Et ces associations aident particulièrement les habitants de ces quartiers pour des cours d'alphabétisation, des cours de soir, des parcours de retour à l'emploi. Donc, c'est des choses qui sont très présentes dans les politiques départementales. Et en complément et dans ce périmètre-là, sont venus s'installer également un centre médico-social qui occupe tout un étage, la maison de la justice et des droits et enfin des permanences de CAF, Pôle emploi et de la CPAM. Donc on a au total près de 7500 m² de collèges qui ont été réhabilités, mis à disposition, complètement reconvertis.
avec un projet avec une mise en service définitive en juin de cette année. Donc, près de 4 ans entre le lancement de cette opération et sa livraison finale, je dirais. Une opération qui a coûté près de 6 millions d'euros d'investissement. Voilà, et accompagné par les services du département et notamment l'Europe. Voilà ce que je peux dire concernant cette opération. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à formuler, sachant que l'occupation sur le site aujourd'hui, c'est près de 160 emplois permanents et environ entre 400 et 500 personnes, visiteurs au quotidien sur l'espace d'Ito. D'accord. Et alors justement pour l'instruction de ce projet, l'idée de transformer un ancien collège en espace de formation, ça a répondu aussi à un besoin réel dans le département ou c'est la ville de Nîmes? Alors, je crois que là, dans les invités, il y a un ou deux représentants de ces associations. Je pense que surtout, elles étaient déjà présentes sur ces quartiers, mais pas forcément bien installées et dans des conditions satisfaisantes pour diffuser leur savoir. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de les ancrer encore mieux dans le quartier et de favoriser leur action de formation, mais surtout d'avoir une offre globale sur un même site. La formation professionnelle, il y a de l'accompagnement au travers de nos agents du département sur le volet médico-social, insertion et autres. Donc, le CAF est présent, Pôle emploi est présent, la CPM est présente. Donc, en un seul lieu, en fait, vous avez une offre globale qui est mise à disposition des habitants et des résidents de ce quartier. Et c'était vraiment notre souhait. Vraiment donner aux associations un espace de travail plus confortable que ceux qu'ils n'ont aujourd'hui ou qu'ils avaient avant le lancement de ce projet. Alors spontanément, justement, je me retourne vers ces personnes-là. J'ai vu aussi la SEGA, vous êtes présente aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour nous dire comment ça se passe réellement, toutes ces associations ensemble dans le même espace de formation? Moi, je veux bien, si vous voulez. Je suis Daoud Bellaroussi. Monsieur Bellaroussi, oui. Vous m'avez beaucoup entendu sur le chat, donc là, c'est bien, je peux prendre la parole. Oui, pour témoigner tout simplement qu'effectivement, nous sommes installés à Diderot avec une forte comment dire, motivation du département à transformer cet espace et à l'ouvrir. Du coup, dès qu'il s'est agi d'ouvrir cet espace à d'autres modes d'intervention, associations, accompagnement, etc. Donc, on a effectivement été partant tout de suite et on a travaillé sur le projet. Et puis surtout, là, aujourd'hui, on est installé, même si on est beaucoup en télétravail, il faut être honnête avec ces confinements. Ce qu'il faut, je crois, noter, c'est aussi la volonté d'en faire un espace partagé avec beaucoup de liens entre les structures et beaucoup de projets communs à venir. En fait, aujourd'hui, on est dans la phase où on est en train de construire des projets un peu transversaux entre différentes structures et le département pour être le plus près possible des besoins des habitants. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bellaroussi. La SEGA aussi une structure très, très active, très précieuse pour l'accompagnement notamment du secteur associatif dans le département. Merci beaucoup. Franck, j'aimerais bien me retourner vers toi pour faire le lien et pour que peut-être aussi tu puisses nous adresser quelques mots, de clôture, de synthétique pour faire le lien justement entre la réalité sur les territoires et les objectifs, les priorités que tu as présentées au début. Alors, oui, donc en termes de conclusion, j'imagine, sur la réalité donc, des territoires, on a vu effectivement à travers les projets qui ont été exposés, enfin en tout cas moi je le retiens de façon positive d'une certaine manière, un élargissement quelque part des initiatives
projet et la possibilité quelque part d'adapter de plus en plus finalement les besoins des territoires en adéquation avec la politique régionale de l'Union européenne. On s'aperçoit en fait que cette politique régionale, progressivement, a su d'une certaine manière se glisser quelque part à travers vraiment le vivant et les spécificités notamment des territoires. Et alors après, il y a toujours effectivement le débat administratif qu'on évoque sur la complexité qui revient, notamment dans les demandes de financement. Mais petit à petit, ce que j'ai pu observer de mon côté, c'est que les personnes ont tendance quand même à de plus en plus se professionnaliser, soit donc ceux qui ont les moyens d'avoir des ressources en interne, soit en sollicitant bien évidemment, je dirais, des personnes extérieures, ou en se formant directement. C'est pas interdit, parce que c'est un métier de gérer un projet, de mettre en place un projet, c'est un vrai métier aussi. Donc c'est des choses effectivement où on voit que même s'il y a encore des réticences sur les démarches, des choses comme ça, il y a quand même des acteurs qui restent de manière générale assez positifs. On a sur des... faut voir quand même une chose aussi qu'il ne faut pas occulter également, c'est la particularité notamment de cette période Covid qui aurait pu d'une certaine manière mettre un coup d'arrêt, un coup de frein important notamment aux projets qui étaient mis en place, qui avaient été déposés, qui ont été examinés et puis avec des fonds. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Des fois au ça a été de gestion. coupé. Vous m'entendez? Là, c'est bon, il y avait une petite coupure. Bon. Là, vous m'entendez encore? C'est bon. Il y a écrit Nicolas. Donc, effectivement, tout le monde s'est mobilisé finalement pour que ça puisse fonctionner. Donc, il y a eu des mesures qui ont été adaptées. Il y a eu d'ailleurs un texte qui est sorti qui était à l'époque du Covid, notamment concernant notamment les aides d'État, visant à soutenir notamment le contexte actuel de la flambée du Covid. Donc, c'est un texte du 20 mars 2020 qui est intervenu, qui a réévalué notamment les seuils en matière d'aide d'État. Ça, c'est un texte que je pourrais vous faire partager si vous voulez. Donc, on est quand même il y a eu beaucoup, je dirais, d'adaptations quelque part qui se sont mises en place. Voilà. Je fais un clin d'œil à la politique sociale parce qu'on m'a posé une question et je n'ai pas eu le temps d'y répondre sur le chat. On évoquait quelqu'un me pose la question, je crois que c'est le vice-président de la Maison de l'Europe, concernant notamment la question du surendettement. Alors moi, j'ignorais jusqu'à aujourd'hui, notamment, enfin en tout cas jusqu'à ce que le programme d'intervention me soit connu, notamment qu'il y avait des interventions par rapport à l'accompagnement aux personnes de surendettement. Ça ne me surprend pas qu'on puisse effectivement notamment mettre en place, que le Fonds social européen notamment puisse intervenir sur ce type d'initiative, parce qu'effectivement, c'est lié à la précarité. C'est vrai tout à l'heure, alors dans les questionnements, on m'a dit mais le FSE il intervient aussi sur les ressources humaines, on peut voir effectivement dans les OPCO, les opérateurs de compétences, que le Fonds social européen est cofinancé les opérateurs de compétences sont cofinancés par le Fonds social européen pour les formations. Il est vrai que quand on évoque effectivement la question de l'emploi, elle est évoquée sous toutes ses formes, c'est-à-dire le maintien de l'emploi dans l'entreprise, parce qu'il faut adapter aux mutations industrielles, notamment de l'époque, mais on a vu cette même mutation, entre guillemets, s'est opérée aussi dans les années 2000, avec notamment toute la numérisation qu'on a connue et les changements, notamment en fonction des générations, de postes, de nouveaux métiers qui ont pu se créer. Donc, il y a effectivement pas mal de choses qui sont faites au niveau de la formation et qui continuent, mais aussi, de l'autre côté, et c'est pour moi totalement cohérent et complémentaire, c'est effectivement l'accompagnement pour lutter contre notamment l'exclusion, c'est-à-dire effectivement permettre à des personnes qui sont en décrochage pendant plusieurs années, notamment sur des territoires et qui n'ont pas accès à un emploi, de leur permettre effectivement de retrouver le chemin de l'emploi. Par de l'accompagnement à l'emploi, c'est du FSE, par de l'accompagnement à la création d'activités, c'est encore du FSE, et ou toute initiative évidemment qui pourrait être portée notamment par des jeunes aussi, et là aussi on rentre encore dans du Fonds social européen. Donc on est vraiment sur, je dirais, l'outil est suffisamment étendu, je dirais, pour que finalement, dans les territoires ou dans le pays dans lesquels effectivement on peut mettre en place ce genre de politique, on puisse s'en saisir et créer des opportunités. Et on voit parfaitement qu'on a des porteurs de projets tout à fait innovants notamment, et qui arrivent à soutenir des projets formidables.
Merci. C'est très encourageant tes paroles, Franck. Il faut quand même tenir compte aussi des difficultés, complexités. Encore, j'ai vu là tout à l'heure un message de la SEGA au niveau de la simplification. C'est vraiment une attente qu'on a à l'institution européenne. Nous, on l'entend aussi au niveau des centres Europe Direct. Voilà, on arrive à terme de ce webinaire. Il est 14h05. Il y a d'autres obligations. Je voudrais juste passer la parole à Jean-Luc Bernet aussi, qui est vice-président de la Maison de l'Europe, qui représente aussi Charles-Antoine Roussy, qui est notre président, mais qui est retenu à la réunion aujourd'hui. Jean-Luc, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui. Oui, ça devrait marcher là. Attends, est-ce qu'on m'entend? Pardon. On t'entend, c'est parfait. Est-ce qu'on m'entend? On va m'entendre mieux? Oui, non, rapidement. Alors juste, je reviens sur la question que j'ai posée à Franck Arnaud, effectivement. J'aimerais bien qu'on ait les références de cette information qu'il nous a donnée tout à l'heure, qu'il a découverte lui aussi il n'y a pas longtemps, parce que c'est exactement le genre d'information qu'on aime bien donner pour montrer que l'Europe sociale existe, indépendamment de ses incidences purement économiques. Voilà. Quand je dis les références, c'est est-ce qu'il y a une directive, un texte, quel est le nom du programme dans lequel ce soutien aux personnes surendettées s'inscrit, etc. Voilà, mais il peut nous donner ça hors antenne. C'est le genre d'information très précieuse, justement, et très concrète. Voilà, mais sinon, en tant que vice-président de la Maison de l'Europe, je n'avais pas prévu de le faire, mais je le fais bien volontiers. Effectivement, Charles-Antoine n'a pas pu se connecter, apparemment, il est à la Réunion en ce moment. Mais Michel, bon, je te félicite et je te remercie, ainsi que Francesca, qui a visiblement une part très active dans cette manifestation, pour la réussite de ce webinaire. C'est très intéressant et on est toujours très attentif à travers la lettre Europe et à travers l'ensemble de nos engagements et de nos manifestations à bien mettre en valeur ce qui se passe au quotidien, au plus près de nous, grâce à l'action de l'Europe. Et évidemment, ce webinaire en est une illustration tout à fait précieuse. Encore une fois, merci Michel et merci à tous les intervenants, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Luc. Donc, Arnaud, Franck, est-ce que tu pourrais nous envoyer par mail après ces liens? Parce que je rappelle, début de la semaine prochaine, la prochaine lettre Europe, la newsletter de la Maison de l'Europe va sortir. Et donc, on fera certainement une synthèse de ce webinaire avec tous les liens aussi. Ce que Claire nous a envoyé la carte. Et on va vous donner aussi les liens vers les vidéos qui ont moyennement marché aujourd'hui. Et peut-être aussi cette information-là, Franck, si tu peux nous transmettre ça? Oui, bah je pense qu'on est sur les lignes classiques du FSE, mais je vais retrouver l'information et vous la communiquer. Parfait, parfait. Je vois aussi que nous avons Nimétropole à l'écran, Michel Tellier, Coralie, vous êtes là aussi. C'est juste pour dire que demain, le Joli Mois de l'Europe commence, donc un dispositif régional pour promouvoir l'Europe dans les territoires. Donc, nous avons travaillé aussi ensemble et pour ceux qui habitent Nîmes, vous allez voir un certain nombre de trambus dans les couleurs de l'Europe à partir du 5 et 6 mai qui vont rouler tout le mois de mai dans les couleurs de l'Europe avec un petit clin d'œil aussi au Pacte vert européen. Donc, c'est un projet que nous avons réalisé ensemble pour témoigner de l'extension d'une ligne aussi avec de l'argent FEDER. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Je voudrais remercier particulièrement tous nos témoignages, tous nos porteurs de projets qui étaient ici présents. Donc, pour commencer par Alès, Constance Bord, Joël Rioux, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Et j'ai hâte de découvrir un jour ces maisons pluridisciplinaires à la Grande Combe. Monsieur Boutet, merci beaucoup pour la Fédération Léo Lagrange pour ce projet extraordinaire FSE d'accompagnement pour les personnes en difficulté. Merci beaucoup à Pascal Bonifay pour le projet Espace de formation, Espace Diderot. Voilà, là, on travaille beaucoup avec les associations, donc je le connais un peu. C'est extraordinaire. Et puis, un grand merci évidemment au département du Gard, à Zoé Valla, à Jean-Christophe Clapp qui ont co-organisé ce webinaire avec nous, qui nous ont donné les idées, les chiffres, etc. Merci beaucoup. Et puis, Franck, un immense merci à toi, à Team Europe pour les témoignages et notamment pour l'introduction aussi dans la politique du Fonds social européen, du Fonds de développement européen, etc. Et Francesca, je te dirai merci tout à l'heure dans le bureau parce que c'est un plaisir de collaborer avec toi et merci pour cette coopération, pour le partage des dossiers, etc.
Donc, je vous laisse. Nous vous envoyons la lettre Europe la semaine prochaine. Vous aurez les liens et je vous souhaite une excellente fin de la journée. Merci. Merci beaucoup et à bientôt.